Bonjour à tous. Après avoir vu la monarchie absolue qui se développe dans le royaume de France, on va s'intéresser dans un second chapitre au royaume d'Angleterre qui va développer le modèle de la monarchie parlementaire. En effet, la monarchie anglaise va développer un modèle assez différent et cela s'explique en partie par une géographie et une situation politique différentes. Pour bien comprendre ce chapitre sur l'Angleterre, on va donc s'intéresser aux différents espaces et ensembles géographiques qui composent le Royaume-Uni finalement. Pour ce faire, je vais vous montrer une rapide vidéo qui résume assez bien la différence entre Angleterre, Grande-Bretagne et Royaume-Uni. L'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni sont trois termes très fréquemment utilisés au secondaire et qui causent bien des casse-têtes aux élèves. La première chose à savoir, c'est que ces trois termes-là font référence à un archipel situé au nord-ouest de l'Europe. Ces différentes îles-là portent le nom d'îles britanniques. Le premier terme à faire son apparition, c'est Angleterre. En effet, en 925, l'Angleterre est l'un des nombreux royaumes situés sur la plus grande île de l'archipel. En 1284, suite à de nombreuses conquêtes, l'Angleterre comprend tout le sud du territoire. Le deuxième terme à être utilisé, c'est Grande-Bretagne. En 1707, le royaume d'Écosse, qui est situé au nord de l'Angleterre, va s'unir avec le royaume d'Angleterre. À partir de ce moment-là, il va y avoir un changement de nom. On va passer de royaume d'Angleterre à royaume de Grande-Bretagne. Parce que tous les territoires de la grande île de l'archipel, qui s'appelle en fait île de Grande-Bretagne, vont maintenant être unis. Le troisième terme à faire son apparition, c'est Royaume-Uni. En 1801, l'Irlande, une île située à l'ouest de l'île de Grande-Bretagne, va rejoindre le Royaume de Grande-Bretagne. À partir de ce moment-là, il va y avoir encore un changement de nom. Le nouveau nom va être Royaume-Uni. En 1922, une grande partie de l'Irlande va se séparer du reste du royaume. Mais comme le nord-est restera fidèle au Royaume-Uni, le nom ne change pas. Donc vous voyez ici les différents pays qui composent le Royaume-Uni. On parle moins du Pays de Galles puisque le Pays de Galles a été conquis au XIIIe siècle, donc assez tôt par l'Angleterre. Et surtout, elle a été très vite intégrée dans le royaume, puisque en fait c'est une principauté, et la tradition veut que ce soit le prince aîné, donc le fils aîné du roi d'Angleterre, qui soit prince du Pays de Galles. Donc en fait, le Pays de Galles est dirigé par le fils du roi d'Angleterre, donc c'est un pays qui est très bien encadré. Ce qui, on va le voir, n'est pas du tout le cas de l'Irlande ou de l'Écosse, et à la différence de la France, on va avoir de nombreux problèmes, notamment des guerres civiles qui vont s'accentuer par ces pays qui, à chaque conflit civil en Angleterre, vont essayer de saisir une opportunité pour regagner leur indépendance, et tout particulièrement l'Irlande. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, c'est un rare cas d'État plurinational, c'est-à-dire un État dans lequel on va avoir plusieurs nations. La nation écossaise, la nation d'Irlande du Nord, du Pays de Galles. Donc, pour revenir une dernière fois sur les différents noms de ces ensembles, on a l'Angleterre qui correspond au simple pays d'Angleterre, que vous avez là. La Grande-Bretagne qui correspond donc à la grande île, donc Pays de Galles, Angleterre, Écosse. Et finalement le Royaume-Uni qui correspond à toutes les nations qui sont unies euh, sous la direction de l'Angleterre dans le Royaume-Uni. Donc on va voir l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Angleterre. Donc dans ce chapitre, on va parler effectivement d'actions qui se déroulent en grande partie euh, dans le Royaume-Uni, mais aussi à travers le monde et particulièrement en Amérique du Nord, puisque siècle, c'est un grand moment de colonisation où on va avoir l'Empire britannique qui va s'étendre de plus en plus. Bien que l'expansion coloniale de la France et de l'Angleterre soit plus tardive que les Espagnols et les Portugais, on va avoir des empires très grands et surtout sur à peu près tous les continents assez rapidement. Mais en tout cas, sur l'époque qui nous intéresse, c'est vraiment des colonies dans le continent américain, notamment l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale avec les Antilles, des îles et quelques comptoirs. Vous voyez, ce sont des comptoirs, donc ce sont juste des postes commerciaux. Ce ne sont pas des véritables territoires qui sont conquis et administrés par des troupes britanniques. Ce sont des villes où on va avoir des autorités britanniques qui vont gérer le comptoir avec l'intérieur du pays. Donc dans ce chapitre, on va parler de la politique surtout
dans le Royaume-Uni et aussi dans les 13 colonies, donc dans les colonies américaines. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les colonies britanniques, elles évoluent tout au cours de la période étudiée. Donc rappelez-vous qu'on est dans l'époque moderne, on garde le découpage français de 1492 à 1789. Et donc ça correspond assez bien à un moment de colonisation qui est vraiment tourné vers les Amériques, avec la guerre de 7 ans qui va opposer les Anglais et les Français pour le contrôle du Canada notamment. Et 1789, disons la fin du XVIIIe siècle, marque l'essor de la colonisation de l'Australie, de l'Afrique et donc d'autres territoires par l'Angleterre, ce qui va mettre en place une nouvelle situation politique. Dans ce chapitre, on va parler du Royaume d'Angleterre en Europe et en Amérique durant l'époque moderne. L'autre grande différence qu'il y a à prendre en compte avec le cas de la monarchie française par exemple, c'est qu'en Angleterre, il existe une institution politique qui va gouverner avec le roi. Il s'agit du Parlement, donc le Parlement qui siège depuis sa création en 1292 dans le palais de Westminster, qui est encore aujourd'hui le lieu où siège le Parlement. Donc ce Parlement, c'est une institution très différente des parlements en France. Rappelez-vous, en France, les parlements, il y en a plusieurs qui siègent dans les principales villes du royaume et elles permettent de rendre la justice finalement dans les différentes localités de la France. Il y avait aussi le Parlement de Paris qui avait un rôle un peu plus important puisqu'elle pouvait servir de cour des pairs, c'est-à-dire de lieu où on allait juger les grands seigneurs avec le roi. Mais en France, ces parlements, ils n'avaient à aucun moment une possibilité d'avoir un mot à dire d'un point de vue politique, même si c'est quelque chose qui se développe de plus en plus pendant l'époque moderne. A l'inverse, le Parlement anglais, c'est une institution politique qui va gouverner avec le roi. On parle de King in Parliament, donc le roi dans le Parlement. On va voir plus en détail comment fonctionne ce Parlement et cette gouvernance partagée avec le roi. Dans ce chapitre, on va essayer de montrer en quoi l'expérience du Royaume d'Angleterre pose-t-elle les bases de réflexion révolutionnaire en Europe durant l'époque moderne. Effectivement, on va voir que l'Angleterre, et notamment avec sa colonie américaine, va proposer des expériences révolutionnaires, les premières républiques, les premières démocraties. Pour commencer, en quoi l'expérience du Royaume d'Angleterre pose les bases de la réflexion révolutionnaire, il faut qu'on s'intéresse à la particularité du Royaume d'Angleterre par rapport au Royaume de France, à savoir le Parlement. Donc dans une première partie, on va s'intéresser à la mise en place de la monarchie parlementaire en Angleterre. Voyons ensemble ce qu'est le Parlement. Le Parlement, c'est avant tout un contre-pouvoir qui s'oppose à l'absolutisme. Donc comprenez, un contre-pouvoir, c'est un pouvoir qui va balancer notre pouvoir afin qu'il évite d'être seul à diriger et donc qu'il devienne absolu. Le Parlement d'Angleterre puise ses origines au Moyen-Âge. L'Angleterre est un pays où on va voir assez tôt, d'un point de vue historique, des volontés d'encadrer le pouvoir du roi pour éviter des abus. Si vous vous rappelez bien, en EMC, on avait vu des textes fondamentaux dans le développement des libertés et des droits de l'homme. Eh bien, on avait vu la Magna Carta, des barons anglais, donc des nobles qui étaient excédés par les demandes d'argent et de soldats très récurrentes dans le cadre d'une guerre contre la France, qui avaient imposé un texte qui limitait donc ces demandes. À la suite de cet épisode, on a le roi Henri d'Angleterre qui veut supprimer la Magna Carta afin de retrouver son plein pouvoir. Donc ça va créer un nouveau conflit entre le roi et les nobles, et c'est donc dans ce contexte que va apparaître un parlement qui va servir d'arbitre entre le roi et les nobles pour éviter des conflits récurrents. Et donc c'est bien la fonction du parlement, c'est de faire remonter les demandes des seigneurs du royaume au roi et de négocier les impôts et les lois avec le roi afin d'éviter des conflits. Donc en fait il s'agit d'un outil, une interface, un outil de communication entre les nobles du royaume et le roi. Donc ce système il va accorder une légitimité supérieure au roi, puisque les actions du roi vont être considérées comme validées par le Parlement, qui est une représentation des nobles du royaume. Dans ce schéma, vous voyez bien la fonction du Parlement qui est donc de voter les impôts supplémentaires demandés par le roi, et en certaines circonstances, on le verra par la suite, il va aussi voter des lois. Donc ces lois et ces impôts qui sont proposés par le roi.
C'est le roi qui convoque le Parlement. Donc ça va surtout être dans des temps de crise où il y a des conflits avec des seigneurs par rapport aux des impôts. Ça va souvent être dans des temps de guerre où le roi a vraiment besoin d'imposer, et donc il va convoquer le Parlement pour avoir le consentement des représentants de la noblesse. Il faut se rendre compte que ce Parlement, c'est une ébauche d'un modèle de représentativité. Cette représentation, bien évidemment, elle ne concerne que les nobles, que les riches, puisque ce sont les plus riches propriétaires des comtés ruraux et les bourgeois qui vont pouvoir voter. On est sur un vote censitaire qui repose sur un cens, c'est-à-dire que seuls ceux qui auront plus de 40 shillings par an, donc c'est-à-dire une certaine somme, une somme assez conséquente, pourront voter. Donc ça exclut du vote tous les paysans. Donc finalement, seule une petite partie de la population vote, et ils vont voter pour les élites locales en général, hein, qui sont assez puissantes en Angleterre, bien plus qu'en France. Le Parlement, il est divisé en deux chambres. Il y a la Chambre des Lords et la Chambre des communes. La Chambre des Lords, eh bien, ce sont tous ces élus des bourgs et des comtés ruraux. Donc ce sont, pour faire simple, les élites locales. À côté de ça, on a la Chambre des Lords qui est finalement une agglomération de tous les grands nobles, tous les grands princes du royaume, donc les plus grands seigneurs et aussi les plus hauts membres du clergé. Donc dans ce concept de roi dans le Parlement, on se rend compte que le roi, il ne gouverne pas seul, il doit faire avec le Parlement qui représente l'avis des nobles. Et s'il ne prend pas en compte l'avis du Parlement, eh bien il va souvent aller à l'encontre de la noblesse du royaume. À côté de ça, il y a aussi des conseillers et des ministres. On va avoir plusieurs conseils autour du roi, un conseil restreint. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va voir un conseil judiciaire, législatif, administratif. Vous avez ici une représentation d'un débat à la Chambre des communes. Donc rappelez-vous, ce sont tous ces représentants des bourgs, donc des campagnes et des villes. Donc vous voyez bien évidemment que ce sont des nobles qui ont souvent de l'argent. Donc au final, ce sont des débats qui vont porter sur ces impôts, sur les lois du roi. Et on va avoir une organisation avec une personne qui va gérer le temps de parole et le silence dans la salle. Fonction qui existe encore aujourd'hui. Order! Order! Sit order! I know what I'm doing. Order! Order! On va voir donc le speaker qui va être le porte-parole du gouvernement et de la majorité, et on va avoir une opposition. Et on voit que ces débats ils se déroulent sous le contrôle de la monarchie. Là, on a une représentation des armoiries royales, par exemple. Donc à la base, le Parlement, il est juste là pour valider les impôts et faire un intermédiaire, un tampon entre les nobles et le roi. Mais au fur et à mesure, le Parlement, il va prendre de plus en plus d'influence, il va devenir de plus en plus puissant, de sorte que, théoriquement, le roi peut se passer de l'avis du Parlement. Le roi peut dissoudre le Parlement s'il n'arrive pas à trouver une solution avec lui. Il peut imposer un nouvel impôt ou une nouvelle loi. Par contre, ce qui se produit, c'est que quand le roi est en difficulté, parce que par exemple il mène une guerre qui ne se passe pas forcément bien, il a besoin de beaucoup d'argent et il n'a pas les moyens d'imposer une nouvelle taxe, puisqu'il ne va pas avoir les moyens politiques et militaires habituels. Eh bien, le Parlement va souvent profiter de cette occasion pour imposer des conditions au roi contre l'acceptation d'une nouvelle imposition. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? En 1626, Charles Ier arrive au pouvoir et, comme le veut la coutume, il jure de respecter la coutume anglaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte de loi anglaise. La Constitution, c'est un ensemble de coutumes et de règles à respecter. Donc le roi, il s'engage à respecter tout cela. Seulement, Charles Ier, il n'a pas envie de coopérer avec le Parlement. Charles Ier, il voit le modèle français de l'absolutisme qui se développe et il a envie d'avoir plus de pouvoir, d'être plus dépendant du Parlement. Un autre point de litige important entre Charles Ier et le Parlement, c'est que Charles Ier veut unifier l'Angleterre et l'Écosse. Ça, le Parlement, il y est assez opposé puisqu'il a peur qu'il y ait une perte de droits, de privilèges des Anglais sur les Écossais. Donc Charles Ier, il décide tout simplement de ne pas prendre en compte le Parlement, il le dissout systématiquement et il impose de nouvelles taxes sans respecter la coutume, sans trouver une justification dans les coutumes anglaises.
Et finalement, il va créer une hostilité autour de lui en ne prenant pas en compte l'avis du Parlement. Le roi casse la représentativité et donc le dialogue avec les nobles du royaume. Cette rupture de la communication entre roi et noblesse va entraîner un conflit puisque les membres du Parlement vont lever des troupes et donc on va avoir une situation de guerre civile qui va s'installer entre le roi et les sujets qui lui restent fidèles et les nobles et les membres du Parlement qui font la guerre au roi au nom de la monarchie. Puisque, dans leur sens, le roi ne respecte plus les coutumes, donc il est nuisible à la monarchie, donc s'élever contre le roi, c'est défendre la vraie monarchie. En français, on parle de la première révolution anglaise. Cette guerre est une étape marquante dans le processus de développement de la monarchie parlementaire, puisqu'on va le voir, à l'issue de ce conflit, le roi Charles Ier va être décapité. Donc c'est un acte très fort qui va marquer une rupture dans le rapport avec la monarchie en Angleterre. Je vais donc vous demander un travail à m'envoyer avant demain sur ce premier conflit, cette guerre civile. Donc vous allez me répondre à la question 1, 3 et 4, donc ne faites pas la question 2, de la page 195, qui porte sur les documents 1, 2, 3 et 4. Je vous les montre pour ceux qui n'auraient pas forcément leur manuel avec eux. Comme ça, vous n'avez qu'à faire pause sur l'image pour pouvoir travailler à partir de la vidéo. Et je vais aussi vous demander de faire les questions de la page 199 qui traite donc de cette première révolution anglaise. Je vous demanderai donc de répondre aux questions 1 à 4 et en une phrase très rapidement, je vous demanderai de répondre à la phase bilan qui va nous permettre de réfléchir à la différence entre révolte et révolution. Donc je vous montre encore une fois l'ensemble des documents. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon travail et une bonne journée. Order! Order! Sit, order!